BFM Business. Qui êtes-vous? Avec Edwige Chevrillon. Et surtout avec l'avocat Thibault de Montbrial. On va rentrer bientôt dans le rôle des réseaux sociaux. On en a beaucoup parlé, l'importance, notamment la loi sur le renseignement, l'importance que ça peut avoir, le numérique. Juste avant, vous disiez que vous aviez, en défendant donc les intérêts français de Nafissatou Diallo, donc vous attaquiez à Dominique Strauss-Kahn, vous avez compris ce que c'était qu'une machine présidentielle. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Beaucoup de pression, des attaques personnelles, de la désinformation. Il y avait des enquêteurs privés qui travaillaient sous le contrôle bien sûr des avocats américains, mais qui ont été sur le terrain dans certains endroits où ils ont été physiquement menacés. Donc c'était une ambiance qui était quand même une ambiance un peu pesante. Oui, très particulière. Ouais. Et le résultat des courses? Le résultat des courses, c'est que M. Strauss-Kahn a estimé devoir éviter un procès civil aux États-Unis, compte tenu sans doute d'un certain nombre d'éléments, mais il y a une clause de confidentialité extrêmement stricte, et vous comprendrez que je ne puisse pas aller au-delà. Ça vous a fait toucher du doigt la machine judiciaire américaine. Ouais. Par rapport à la machine judiciaire française, on est vraiment des tout petits. C'est des philosophies différentes. Je l'avais déjà touché du doigt une première fois parce que j'avais été l'avocat d'une société d'assurance américaine qui était attaquée par Lance Armstrong, le cycliste. Oui. Et nous avions démontré à l'époque que Lance Armstrong s'était probablement dopé. Tout le monde nous était tombé dessus parce que c'était une icône, notamment en France. Mais il y avait eu quelques épisodes cocasses au Texas, donc j'avais déjà eu une première approche de ce que pouvait être la puissance de la machine. Là, comme vous dites, il y avait le côté présidentiel, présidentiable, oui. Et puis le français, le personnage, donc c'est une des affaires les plus emblématiques que vous ayez je dirais traitées. C'était assez étrange parce que finalement, j'étais pas avocat en première ligne, c'était pas dans mon système judiciaire habituel, donc c'était une expérience très particulière. C'était beaucoup plus une expérience de communication qu'une vraie expérience d'avocat. En ce sens, c'était vraiment très intéressant. Mais en fait, vous aimez bien les luttes de pouvoir. Parce que lorsque vous étiez dans les questions d'espionnage, vous défendiez l'un des salariés, l'histoire de la fausse histoire d'espionnage chez Renault. Tout le monde vous est tombé dessus, enfin du moins sur les salariés. Il a fallu du temps pour inverser la machine. Oui, mais alors ça c'est parce que j'ai eu mes premières amitiés quand j'étais à l'armée, après l'armée, etc. Moi j'ai très jeune rencontré des gens qui ensuite ont fait des carrières dans l'administration. Et comme ça m'a toujours intéressé, c'est un monde, la police, le renseignement, l'armée, c'est un monde que j'ai jamais quitté de vue, perdu de vue. Donc j'ai une culture sur ces sujets que l'immense majorité des avocats et même parfois des juges n'ont pas. On parle de qui vous like, le poids des réseaux sociaux. Qui me like. BFM Business. Qui vous like? On vous like pas mal du reste. Vous êtes inscrit fin 2014, c'était à peine un mois avant les attentats, Thibault de Montbrial. Vous êtes pour le moins très très actif sur ces réseaux sociaux, mais juste depuis donc quelques temps. On voit bien que vous êtes inscrit et vous avez fait 2759 tweets. Bon, j'imagine que vous en faites tous les jours, beaucoup de retweets. Ça vous intéresse ou pas? Qu'est-ce qui vous intéresse et pourquoi vous êtes mis sur les réseaux sociaux? Alors ça participe de la même cohérence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai décidé de m'impliquer un peu dans la vie de la cité sur ces sujets, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen de participer au débat, y compris au débat quotidien et y compris au débat anecdotique. Moi je suis persuadé, je vous l'ai dit tout à l'heure, que je pense que la France n'a pas compris ce qui est en train de lui arriver. Il faut changer d'ADN, il faut changer le logiciel. Par mes tweets, j'essaye de participer au débat, de choquer un peu parfois pour créer du débat et pour contribuer au changement de logiciel. Alors justement, il y a certains qui s'étonnent, Sandra par exemple, que vous ayez très peu de followers en fait, mais vous, par contre, c'est vous qui êtes actif, hein? J'ai de plus en plus de followers, c'est-à-dire que les followers montent en flèche. D'accord, ok. Et vous tweetez combien de fois par jour? Ça dépend des jours. Ouais. Ça m'arrive de très peu le faire, mais ça m'arrive d'avoir 10 minutes et d'en envoyer 5. Mais par exemple, du reste vous le répondez, mais j'y suis depuis peu de temps. Ça veut dire que lorsque vous allez dans vos plaidoiries, lorsque vous défendez des personnes, vous n'allez pas tweeter quand même là-dessus. Où est-ce que vous mettez la frontière? Il est extrêmement rare que je tweete sur mes dossiers. Quand je donne une information, quand il y a une information dans un dossier, maintenant je la mets sur Twitter, comme ça les journalistes sont informés. Mais sinon, je tweete surtout sur les sujets de société, sur la question de l'islam radical, du terrorisme, de la police, de la légitime défense. Voilà, on va aller voir défiler un petit peu, mais c'est des informations que vous relayez qui sont pour le moins très inquiétantes. Presque un peu trop, non? On vous voit
Nouvelles du Front, attaque au couteau contre une patrouille pirate. On vous voit retweeter un tweet du Figaro, le directeur de la police de Marseille visé par des tirs de Kalachnikov, ou encore la France est en guerre pour plusieurs années. C'est du lourd. Le 24 avril, c'est juste après les non-attentats de Villejuif. Ouais. À 3 minutes près, nous avions 150 à 200 morts dans 2 églises. Qu'il faut prendre conscience de ce qui se passe. Et c'est très intéressant ce que vous dites, que vous les repreniez comme ça un à un, parce que ce dont je me suis rendu compte en écrivant le livre, c'est que dans le livre, je compile tout un tas de données qui sont des données publiques, mais qui sont des signaux alors on peut plus parler de basse intensité, même de moyenne intensité, et c'est quand on les rassemble ensemble qu'on a une vue d'ensemble qui est tout à fait préoccupante. Ah oui, je veux dire que c'est oui. Et il faut le faire. Et la plupart des gens ne le font pas, soit qu'ils ne puissent pas le faire, soit qu'ils ne veulent pas le faire. Bon, on voit quand même plus soft. Vous célébriez le 6 janvier un tweet pour vos 20 ans de barreau. Oui. Parce que vous êtes un jeune avocat. Vous avez combien de personnes dans votre cabinet? J'en ai 5 qui travaillent pour moi, avec moi. Et votre objectif, c'est de rester une petite Formule 1 ou de... Ah oui, moi je suis un grand malade de l'indépendance. Je suis très heureux d'être seul dans mon cabinet. Il y a tout un tas de gens avec qui je peux discuter, demander des conseils, mais j'aime bien être le seul maître à bord avec une équipe resserrée, et je suis sur les dossiers qui m'intéressent, dans le champ des dossiers qui m'intéressent, et j'ai absolument pas vocation, vous pensez qu'on me l'a déjà proposé plusieurs fois, mais de rejoindre des grosses écuries, etc., où on rentre dans des logiques de politique interne qui ne m'attirent pas du tout. Donc évidemment, le 7 janvier, vous tweetez, vos pensées vont vers les victimes. Vous faisiez quoi le 7 janvier? Alors le 7 janvier, j'étais au téléphone avec un policier quand c'est arrivé, je l'ai appelé pour mes vœux. Et tout à coup, il m'a dit « Putain, attends, il est en train de se passer quelque chose ». Et il y avait la radio à côté. Et en fait, j'ai écouté la radio de la police pendant 1 heure. Et sur les réseaux sociaux, en fait, on voit bien l'importance que ça a. Il dit beaucoup de choses. Vous travaillez sur les réseaux sociaux pour essayer de comprendre un peu ou d'alerter. Comment est-ce que vous vous en servez? Ma participation active, elle est extrêmement, extrêmement banale et limitée. Il y a Twitter, on vient d'en parler, pour essayer de provoquer un peu les consciences et les réveiller. Et à côté de ça, plus professionnellement, j'ai un site sur lequel je mets des articles de presse et une présentation du cabinet. Et bon, LinkedIn, je m'y suis remis un peu, mais je m'en occupais pas tellement. Plus professionnel. Ouais, et puis attendez, il faut quand même, avec tout ça, il faut quand même travailler un peu. Donc on n'a pas le temps de tout faire non plus. On vous voit aussi, vous répondez à Maître Eolas, qui lui est très actif sur les réseaux sociaux, qui se fait féliciter de l'ampleur du rassemblement au soir des attentats, on voit. Et vous lui dites, il se passe pendant ce temps-là des choses très inquiétantes, toujours sur les réseaux sociaux. On trouve... Ça tourne toujours autour de ça, en fait, je vous l'ai dit, votre présence. Oui, c'est ça mon on voit, angle vous citez aussi Bilger, très souvent, Philippe Bilger, que vous retweetez. Je retweete pas mal de gens en fonction de ce qu'ils disent, pas toujours tous et ni à chaque fois, mais je retweete. Le 7 janvier, ça fait tellement longtemps que je suis sur ces questions et que je m'attendais à ce que ça arrive, que j'ai dit d'ailleurs sur BFM le soir même, alors que tout le monde était en état de choc et qu'on commençait à entendre « Je suis Charlie ». Moi, depuis le début de l'après-midi, j'avais les remontées de la police de toute la France qui me disaient qu'ils se faisaient insulter par des jeunes qui disaient « Ça ne fait que commencer ». Il y avait les réseaux sociaux où on voyait des tas d'insultes sur la France et la police, et j'ai simplement dit « Attention, tout le monde n'est pas Charlie ». Et ce que j'explique dans le livre dans le détail, et les événements dans les établissements scolaires l'ont montré après dans les semaines qui ont suivi, il y a beaucoup de gens en France. Alors évidemment c'est une minorité, mais c'est une minorité inquiétante et présente dans tous les départements sans exception, une minorité de gens qui sont opposés à la République française et qui, je pense, pourraient basculer assez facilement. Vous vous opposez aussi à Christiane Taubira, parce que vous dites qu'elle n'a pas pris la mesure de ce qui se passait. On voit, il y a pas mal de tweets là-dessus, vous retweetez un tweet d'Yves de Kerdrel, de Valeurs Actuelles. Vous êtes très critique vis-à-vis de Christiane Taubira? Moi, je pense que Madame Taubira, que je connais pas personnellement, si je regarde ce qui la détermine dans l'action politique, je pense que c'est quelqu'un qui est un idéologue. Et qu'elle a une idéologie c'est pas de la malhonnêteté intellectuelle, hein, c'est vraiment une idéologie que je respecte totalement, mais je pense que c'est une idéologie qui aujourd'hui est sur une ligne qui peut faire beaucoup de mal au pays. On va vous retrouver pour le coup sur la ligne de Philippe Bilger aussi, enfin où lui est sur la vôtre. À propos de Christiane Taubira, il est très dur sur la garde des Sceaux. Vous vous rendez compte quand même que c'est vrai que ça peut aller parfois jusqu'à des attaques personnelles?
Ah oui, mais alors moi jamais, ça franchement... les tweets, on les voit, oui. Ah oui, mes tweets sont toujours très pro, parfois c'est un peu ironique, mais je ne vais jamais sur les terrains d'attaque personnelle. D'ailleurs, on parlait d'Internet tout à l'heure, je fais très attention quand je vois passer sur les réseaux sociaux, par mail ou par Twitter, des informations sur les uns et sur les autres, sur les femmes et les hommes politiques, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses, et il faut faire très attention à ne pas se mettre à relayer de bonne foi des choses qui sont fausses. Je vous ai dit avoir été une fois ou deux victime de choses fausses qui circulaient. Il ne faut pas s'attaquer aux personnes. Mais par contre, attention, il faut qu'on puisse s'attaquer aux idées sans qu'on nous reproche que sous prétexte qu'on s'attaque aux idées, on s'attaquerait aux personnes. Ça, oui. Alors, vous ne pouvez pas vous empêcher de retweeter, même quand ça vous concerne. Vous avez retweeté un article des Inrocks de novembre 2014, alors dans lequel, je lis, il était écrit « Ça remet à sa juste place les délires de l'avocat Thibault de Montbrial », par exemple sur BFM TV, qui expliquait que les policiers auront bientôt à tirer dans la rue de sang-froid sur les djihadistes en mission. C'est vrai, oui. Ben ça, c'est un journaliste particulièrement visionnaire, puisque un mois et demi après, il y avait l'attaque contre Charlie Hebdo. Je pense que c'était, voilà, après, moi, je le connais pas, et c'était drôle. J'ai eu cet article un mois et demi après, voilà, je l'ai vu, je l'ai tweeté. Ce que je pense, c'est que quand on s'intéresse à ces questions, il faut quand même se renseigner un tout petit peu. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui, je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui veulent pas voir, il y a des gens qui peuvent pas voir, mais il faut être en alerte et il faut comprendre qu'en France, il y a énormément d'armes qui circulent, qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la République française, qu'il y a un problème de communautarisme, qui fait le terreau d'un recrutement réel, important de terroristes. Voilà, et donc tout ça a nécessairement des conséquences opérationnelles. Et vous avez une autre cause, c'est la défense des chrétiens d'Orient qui se font massacrer. Il y a beaucoup de tweets là-dessus. Ouais. Oui, c'est parce que je pense qu'on a beaucoup de mal. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup choqué, qui va résumer ce que je pense. Ouais. C'est que moi, je suis pas particulièrement religieux. Je suis catholique non pratiquant. Mais je trouve scandaleux que notre président de la République n'ait jamais utilisé le mot d'islamisme. Il a réussi à parler de la décapitation des 21 chrétiens d'Orient le 15 février dernier. Parce qu'il y a islam et islam. En parlant de citoyens égyptiens. C'est-à-dire qu'à aucun moment il n'a mis en avant la raison pour laquelle ils ont été enlevés et décapités. Moi, je pense que notre pays souffre beaucoup du fait qu'on ne nomme pas les choses. C'est beaucoup plus facile de se mettre en ordre de bataille et de s'organiser et de débattre et de faire avancer les choses quand on nomme les choses. Bon, puis vous tweetez un peu sur le sport aussi, pour finir, plus léger. Bon, pas trop sur le foot, en l'occurrence, même si vous êtes amateur de foot, c'était sur le hand. La FIFA, ça, vous n'êtes pas là-dedans, tiens, Thibault de Montbrial? Écoutez, j'aimerais bien vous répondre, pas encore. En tout cas, c'est vrai que quand on connaît l'importance du pouvoir et du pouvoir politique et de l'influence à travers le sport, on n'est pas étonné de tout ce qui se passe. Oui. On passe à la dernière séquence. Allons-y. Qui êtes-vous? C'est le petit questionnaire. Je vois que des questions un petit peu plus sur vous. On voit ça.